La cérémonie de paraphage de la feuille de route en sa version finale, proposée par la SADC par l'intermédiaire du docteur Leonardo Simao, a débuté vers 15h30 de l'après-midi au centre de conférence internationale d'Ivatu. Toutes les tendances politiques actuelles ont marqué leur présence à cette cérémonie de paraphage. Parmi celles qui ont été vues sur les lieux, le MDM représenté par son président national Piero Razzonarvelu, l'AREMA représenté par Vovo Benjamin, l'ESCOPOL représenté par Benjamin Naramanatsu, le parti Tanura Malagasvun représenté par sa présidente nationale Lantura Kutmavu, le HPM représenté également par son président national Djemanzari Jean-André et les AS représentés par Vunaiti Jean-Eugène. Parmi les moments forts de cette cérémonie, la venue de la mouvance Ravalmanan avec son leader Mamra Kutuarvelu. L'on a pu également noter la présence d'Ivemira Kutuarsu et de Fetisson Rakutu Anjianirin. La position des paraphes effectuée par Ivemira Kutuarsu du clan Ravalmanan a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements de la part de l'assistance, suivie de celle de Mamra Kutuarvelu. Selon les analyses de ceux qui étaient venus sur les lieux, entre autres la presse, le clan Ravalmanan s'est apparemment disloqué car à la suite des paraphages, les partisans de cet ancien chef d'État ne s'étaient plus mis côte à côte. Une question se pose alors, celle de savoir si le clan Ravalmanan s'était réellement disloqué. Mamira Kutuarvelu a pu s'entretenir avec quelques journalistes avant son entrée dans la salle cet après-midi, une occasion pour lui de souligner que c'est surtout la possession du pouvoir par le président de la haute autorité de la transition Indiraduin qui dérange sa mouvance et non autre chose. Rappelant que parmi les points saillants de cette feuille de route proposée par la médiation internationale, la réalisation et la tenue des élections cette année, élections qui seront transparentes et crédibles, acceptés par tous et qui amèneront à une reconnaissance. Tous les politiciens ont réalisé ce jour un devoir envers la nation pour tourner la page et mettre en place une réelle solution à la crise actuelle. Le paraphage de cette feuille de route mènera le pays vers un autre chapitre de son histoire. Notons que selon certains politiciens, presque 90% des points soulevés lors de la dernière rencontre politique d'Ivatu ont été maintenus. Ce qui différencie cette version finale de la feuille de route est son article 2 qui prévoit que la feuille de route sera appliquée qu'importe qui la signe ou ne la signe pas. Il appartiendrait à la communauté internationale de veiller au contrôle et au suivi de l'application de cette feuille de route. C'est également à elle de veiller à la levée des sanctions perpétrées à la Grande Île. Selon la tournure actuelle que prennent les événements dans le pays, tout le processus de négociation a pris fin avec le paraphage de cette feuille de route en sa version finale cet après-midi à Ivatu. L'université constitue la première entité qui consomme le maximum d'électricité auprès de la Jirama. En effet, à elle seule, elle a consommé 33 milliards d'ariages impayés jusque-là. Selon les études, ce sont surtout les cités universitaires qui sont les premiers consommateurs d'électricité dans la Grande Île. Les étudiants et même, il y en a ceux qui ne sont plus des étudiants et qui pourtant profitent de l'électricité destinée à l'usage et à la consommation des étudiants uniquement. Actuellement, selon le ministère de l'Énergie, la dette de l'État malagasy à l'endroit de la Jirama est évaluée à hauteur de 63 milliards d'ariages, chose qui est plutôt controverse, a souligné ce responsable. Pour régler au mieux cette situation, le ministère responsable opte pour la mise en place d'un plan d'appurement en faveur des différents ministères qui ont bénéficié des services de la Jirama, notamment en électricité, mesure qui devrait sûrement aider l'État à s'acquitter de ses dettes. Un calendrier serait établi à cet effet. Il se trouve qu'actuellement, le niveau de ces arriérés sont quand même assez élevés. Je note par là 63 milliards en totalité pour l'administration, dont 30 milliards pour le budget général et 33 milliards pour les universités. Les résolutions que nous avons pu prendre lors du Conseil de gouvernement, c'est donc de trouver un système d'abord pour éradiquer ces arriérés dans le futur.
Rappelons que ce problème a été discuté en conseil du gouvernement lundi dernier. L'essentiel, toujours selon ce responsable, serait de réaliser un premier paiement émanant de chaque ministère et en second lieu, de régler jusqu'en fin d'année au plus tard, vers le début de la nouvelle année, le reste. Plus d'un aspire à ce que le secteur des mines et des hydrocarbures profite et contribue à la croissance de l'économie de la Grande Île, ainsi qu'à l'amélioration de la condition de vie des Malgaches. Une aspiration qui implique l'ouverture aux investisseurs étrangers, à l'instauration de la bonne gouvernance dans la gestion de ces ressources et l'utilisation des retombées financières issues de ces investissements à des fins d'ordre général. Dans cette optique, le ministère des Mines et des Hydrocarbures organisera à Antananarivo le premier salon international des mines et des hydrocarbures, un événement économique phare de l'année qui véhiculera l'image de Madagascar sur le plan international et auprès des investisseurs le 6, 7 et 8 mai prochain. D'après les explications du directeur du cabinet du ministre, ce salon sera une occasion pour tous d'exposer les atouts du pays et de mettre en avant les opportunités d'affaires existantes dans ce secteur. L'objectif du ministère dans l'organisation de ce salon, c'est de faire de Madagascar la nouvelle destination en termes d'investissement dans les mines et les hydrocarbures. Madagascar dispose d'énormes ressources minérales et nous voudrons que ces ressources minérales soient exploitées par des vrais professionnels pour pouvoir créer des emplois, pour pouvoir renflouer et renforcer l'argent qui rentre dans les caisses de l'État pour que l'État puisse assurer son rôle régalien. Les grands projets présents au pays, les grandes firmes investissant dans les secteurs miniers et pétroliers, les professionnels nationaux et internationaux, ainsi que les grands promoteurs de l'industrie minière et pétrolière, figurant parmi les participants attendus, seront par contre conviés à visiter ce grand salon. Les professionnels nationaux et internationaux miniers et pétroliers, les investisseurs, les permissionnaires et le grand public. 5000 m² de surface d'exposition, 30 conférences, 5 salons privés avec un espace B2B, ainsi qu'un salon VIP réservé aux entrevues entre les investisseurs et les hauts dirigeants seront mis en place au centre de conférence international d'Ivat à cette occasion.